Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de À travers la Flandre, la dernière flandrienne avant le Tour des Flandres, qui aura lieu dimanche prochain, je le rappelle. Entre temps il y aura la Volta Limbourg Classique et Adélie-Vitré, ça sera vendredi, donc on a encore quelques petites courses à voir sur la chaîne d'ici là. N'hésitez pas également à poser vos questions pour un épisode de départ fictif que je vais enregistrer certainement demain. Dans l'après-midi, donc vous posez vos questions. Il y a dans l'onglet communauté. Puis si vous ne trouvez pas l'onglet communauté, vous le posez dans les commentaires de cette vidéo. Je rappelle, une question, un post. Voilà, pour éviter des problèmes au niveau montage sur les Flandriennes. Principalement, et puis sur les courses qui vont arriver après. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et puis EPS 2.0, c'est sur Amazon, Google, Deezer et Spotify. Pour retrouver le podcast, nous à l'épisode sur Jacques Villeneuve et la saison 1997. Et puis TikTok également, si vous voulez avoir du contenu un peu plus rapide. À travers la Flandre, la course la plus intéressante depuis quelques classiques quand même. C'est vrai que là j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai que Gand avait pas été très passionnant, par exemple. Le E3 avait été intéressant. Mais là c'est vrai qu'à travers la Flandre, c'est peut-être celle où j'ai pris le plus de plaisir, mais j'avais déjà pris beaucoup de plaisir à la regarder l'année dernière. Je me souviens, il y avait encore un gros suspense. C'est une course où, contrairement à d'autres épreuves où il y a une phase de transition entre le dernier mont et l'arrivée, là, entre le dernier mont et l'arrivée, il doit y avoir 7-6 km. Donc ce qui permet quand même de dynamiter pas mal la course. Il y a quand même des secteurs pavés dans le final, notamment l'arrivée de Nocureux, qui est l'avant-dernier secteur. Et ce qui fait qu'il n'y a pas cette phase de transition comme on a sur Gand. Vous savez que la dernière heure de course, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est le cas sur d'autres classiques. Là, vraiment, il y a il se passe toujours des choses en dernière heure de course. On a eu une belle bagarre lancée par la Trek, très loin de l'arrivée. Poursuivi ensuite notamment par la Jumbo, par Alpecin aussi, même Soudal à un moment a tenté avec Julien Lafilippe notamment, et puis avec une échappée qui a vraiment bien résisté aussi pendant de nombreux kilomètres, jusque quasiment dans le final. De belles attaques derrière. À un moment on avait une image qui était incroyable, on avait les 3 échelons de la course qui se tenaient en moins de 40 secondes. C'est-à-dire vous aviez l'échappée du matin, le groupe de poursuivants avec la porte, le peloton, tout ça c'était en moins de 30 secondes. Et il y a eu un gros suspense parce qu'à partir de 30 bornes de l'arrivée, les mecs de devant ils perdent rien. Et là je me dis, wow, et ils sont en train de nous faire un sacré numéro les deux de devant. Derrière, enfin voilà, c'était très très intéressant et il y avait un très très beau suspense. Alors il y avait aussi un petit peu un jeu de dupes. Dans le groupe derrière, il y avait des coureurs qui comptaient leur coup de pédale, mais quand même, ça a été une belle course animée. Et pour dire, au niveau de la moyenne, on est quasiment à 45 à l'heure, 44 744. On est arrivé assez tôt, on est arrivé au niveau de l'horaire le plus rapide. Donc ça, c'est vraiment une très très belle journée de vélo. Voilà, aujourd'hui, il y a des courses comme ça qui nous permettent de passer un beau moment derrière la télévision. Bon, on commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, on commence avec Christophe Laporte. Il en gagne une deuxième à quelques jours d'intervalle, c'est pas facile. Et en plus, il gagne en taille patron. Pourquoi pour moi c'est une victoire, elle est plus belle que Gand, parce que là il a déjà gagné en costaud. C'est-à-dire il sort à 5 bornes de l'arrivée. Il faut faire les 5 derniers kilomètres à fond. Derrière, ça tente de suivre. Je crois que c'est Kung ou Madoua. Je crois que c'est Kung qui est dans la roue. Il est un peu plus massif quand même, Kung. Et il n'arrive pas à suivre. Et il part vraiment en costaud. Et derrière, pareil, ça n'arrive pas à suivre. Mais pour moi, c'est une victoire qui est importante pour Christophe Laporte pour 2 raisons. Déjà parce qu'il a été critiqué cette semaine. Il a été critiqué suite à sa victoire à Gand.
Enfin, on a critiqué son équipe, mais on l'a aussi un petit peu critiqué en disant grosso modo qu'il ne méritait pas sa victoire, presque. C'est ce qu'a dit un peu Cancellara, notamment, qui ne comprenait pas pourquoi Van Aert lui avait laissé la victoire. Et moi, ce que j'avais dit également après la vidéo, j'avais dit que s'il n'y a pas Laporte, il n'y a peut-être pas Van Aert à l'arrivée non plus, parce que c'est le fait d'avoir eu un relais aussi qui permet à ces deux-là de rester devant. S'il y a Van Aert tout seul à l'avant de la course, je ne suis pas sûr que Van Aert gagne. 40 bornes seul, c'est pas évident. Alors même si tu es très fort, c'est peut-être pas facile non plus. Et puis Laporte, il avait quand même tenu aussi la route Van Aert, et il y en a plus d'un qui ont essayé de tenir la route Van Aert et qui n'ont pas réussi. Et puis moi j'avais dit, moi ça me gênait pas, et je trouvais que voilà, c'était pas un problème. Alors je crois qu'on m'a posé la question dans les Flandriennes, donc j'y réponds pas de manière très exhaustive, je pense qu'on refera une vidéo là-dessus, dans Départ fictif. Promotion de la future vidéo. Mais du côté de Christophe Laporte, il a gagné là aujourd'hui en patron parce que c'est peut-être l'une des premières fois où il était favori de la course. Il n'était pas archi favori, mais il faisait partie vraiment des coureurs qu'on suivait à travers la Flandre, parce qu'il n'y avait pas Van Aert, parce qu'il n'y avait pas Pogačar, parce qu'il n'y avait pas Van Der Poel, et qu'il a quand même gagné Gand. Donc il faisait partie quand même des favoris, avec Pedersen, avec d'autres coureurs, mais avec Philipsen, ça faisait partie des favoris. Dans ce genre de cas, c'est pas forcément évident de courir. Parfois, tu cours un peu avec le frein à main, ou parfois tu veux trop bien faire et tu fais des erreurs. Lui, il a couru intelligemment aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il en a pas trop fait. Il a laissé faire Tige Benoot. C'est Tige Benoot qui a animé du côté de la Jumbo à l'avant de la course. Donc tout le monde s'est un peu concentré sur Tige Benoot, puis on l'a peut-être un peu plus oublié. Peut-être qu'on pensait qu'il allait se concentrer sur le sprint. Et puis à 5 bornes de l'arrivée, paf, il attaque, il sort. C'est la seule cartouche qu'il met quasiment de la course. Elle est au bon moment. Intelligence de course. Laporte, il a ce truc de sentir quand même un petit peu les bons coups. Déjà avant, il arrivait à sentir les bons coups. Et il est très fort cette année. Il est très frais surtout. Ça, c'est sa grande force, c'est d'avoir de la fraîcheur. Il monte en puissance, forcément. Il a 5 jours de course, 6 jours de course dans les pads. Donc au Tour des Flandres, il sera encore plus fort. Alors, est-ce qu'il va gagner le Tour des Flandres ? Pour le moment, il a un ton en dessous de Pogačar, Van Der Poel et Van Aert. Le problème, c'est que si ces trois-là se regardent, ça laisse des opportunités à d'autres concurrents. Laporte peut faire partie de ces autres concurrents. Et puis, Van Der Poel et Pogačar, quand même, ils peuvent pas seulement se concentrer sur Van Aert du côté de la Jumbo. C'est-à-dire que si Laporte attaque, ils sont quand même un peu obligés de suivre. Et ça va être vraiment la force de la Jumbo. Il faut vraiment qu'ils jouent intelligemment, la Jumbo. C'est qu'ils peuvent toujours avoir un coup d'avance sur leurs adversaires. Ils ont l'opportunité de gagner le Tour des Flandres. Et pourquoi ils ont cette opportunité-là ? Parce qu'ils peuvent avoir toujours un temps d'avance sur leurs adversaires. Ils ont plusieurs cartes. Il y a Laporte, il y a Benoot, il y a Van Hooijdonk aussi. Et en plus, ils ont la possibilité de faire tourner en bourrique leurs adversaires, donc ça c'est vraiment bien. Laporte, il peut gagner si Van Aert se sacrifie, on va dire, et puis Laporte peut aussi être un poil à gratter très désagréable pour Van Der Poel et pour Pogačar. Donc c'est là-dessus il va falloir travailler. Alors oui, techniquement Pogačar, Van Der Poel semblent un peu au-dessus, oui, mais ils n'ont pas cette force-là du collectif. Alors Pogačar, il n'y a que Tim Wellens et Trentin. Et on a vu aujourd'hui que ça suffisait pas, parce que Wellens à un moment il a bien été à contre-temps. Et puis du côté de Alpecin, on a Philipsen, mais le Tour des Flandres c'est quand même un peu plus dur en termes de dénivelé positif. Donc est-ce que Philipsen va passer ? Et ensuite tu as Quinten Herman, Cédric de Bonte. Mais t'as peut-être pas la force collective qu'a Jumbo quand même du côté d'Alpecin. Donc ça va être intéressant, mais il peut être vraiment le poil à gratter de ses adversaires. Laporte, ça peut être peut-être le 4e homme. 3 plus 1, c'est peut-être lui le plus 1. C'est peut-être Laporte. Et aujourd'hui, il a couru en plus très très bien. Très très bien. Et c'est pas facile quand t'es pas toujours favori de courir comme ça. Et je trouve qu'il a bien réussi à switcher dans le cerveau, et c'est là où on voit aussi le travail que fait la Jumbo. La Jumbo, c'est pas que le travail au niveau de l'entraînement, au niveau de la préparation physique,
c'est aussi qu'un coureur comme Laporte, maintenant, il a vraiment confiance en lui. Et il court en taille patron. C'était déjà le cas au championnat du monde l'année dernière. Mais là encore, sur cette épreuve-là, il court en taille patron. Et ça, il ne le faisait pas avant avec la Cofidis. Il y avait presque un peu un syndrome d'infériorité qu'il n'a plus depuis qu'il est chez Jumbo. Il y a aussi eu un travail mental qui a été effectué. Deuxième coureur au top. Alors je mets Lascano, mais j'aurais pu mettre Christophe, mais c'est vrai que Lascano, il finit en plus deuxième, ce qui est encore mieux. Mais forcément, les deux ont fait quand même un sacré numéro aujourd'hui. Parce qu'ils s'isolent quand même très vite. Je crois à 65 bornes de l'arrivée, ils sont déjà plus que deux. 60-65 bornes de l'arrivée, ils ont fait, plus de 50 bornes à deux. Quand même, parce que le coureur de la DSM, il n'a pas passé énormément de relais. Faut les tenir, les kilomètres à deux comme ça. Faut réussir, il faut avoir une belle cohésion. Ils ne se sont pas attaqués, ils ont gardé la cohésion, les deux. Ça a aussi été très fort. Et puis, ils n'ont jamais eu une grande avance. Quand on prend l'antenne, je crois qu'ils ont 2 minutes 30 d'avance. Donc, ils n'ont jamais eu beaucoup d'avance pendant la journée, quoi. Je crois qu'ils ont eu 4,30 ou 5 minutes à un moment, ça a dû être le grand maximum, et c'était à 135 km de l'arrivée, quand j'ai regardé sur Pro Cycling Stats. Donc non, c'est très fort ce qu'ils ont réalisé les deux, mentalement. Et puis la Scano, c'est pas mal. Et puis la Movistar, c'est pas mal sur les pavés. Après la 4e place et la 5e place de Jorgensen et Cortina, sur le E3, là il fait 2e. On a rarement vu Movistar à ce niveau-là sur les classiques. Ça montre que cette équipe a compris qu'elle ne pouvait pas se contenter seulement du Tour de France et du Tour d'Espagne. Ces dernières années, des classiques ardennaises, on va dire, avec Valverde. Mais c'est vrai que ces dernières années, elle se concentrait énormément sur les courses en Espagne et elle délaissait énormément d'épreuves. Les classiques, elle délaissait toutes ces épreuves. Le Tour de Lombardie aussi, également, qui était un peu trop délaissé. Et depuis l'année dernière, parce qu'ils ont failli également redescendre en deuxième division, ils ont compris Movistar qui devait jouer sur tous les terrains. Et là, cette année, le recrutement de Gaviria sur les sprints, Garcia Cortina qui retrouve enfin un petit peu le niveau qu'il avait chez Bahreïn, là, Lascano, mais qui est un coureur qui a été recruté il y a 2 ans, je crois, Lascano, ça progresse dans ce type d'épreuve-là qui n'était vraiment pas leur truc. C'est-à-dire que même quand ça s'appelait Banisto, même quand ça s'appelait la Once, les épreuves pavées, c'était pas la Once en plus, je raconte une connerie. Quand il s'appelait Ibanesto.com plutôt, c'est vraiment, ensuite Caisse d'épargne, c'était vraiment des épreuves qu'ils n'aimaient pas. Et les classiques, en général, ils n'aimaient pas, à part avec Valverde. C'était le seul qui arrivait à s'en sortir sur les classiques dans cette formation, presque. Et là, ça fait du bien de les revoir à un bon niveau et puis de voir qu'ils s'intéressent à ces courses-là. Et puis en plus, avec un coureur espagnol. On disait assez souvent que les coureurs espagnols, moi je le dis assez souvent même, qu'il n'y a pas un renouveau exceptionnel dans le cyclisme espagnol, mais Lascano, il a 23 ans, voilà. Donc c'est très intéressant ce qu'il a produit aujourd'hui. Vainqueur d'une étape du Tour de Wallonie, vainqueur également d'une étape du Tour du Portugal, 11e du Tour de Wallonie l'année dernière. La Belgique lui réussit bien. Et oui, c'est une belle perf pour Lascano et on espère que ça va continuer. Pour le coureur espagnol, il a osé prendre l'échappée. C'était une très bonne idée parce que ça lui a vraiment bien réussi lors de cette étape. Donc fallait tenter le coup. Il a tenté et ça a fonctionné. Donc bravo à lui parce que c'était pas forcément évident. Sur un terrain que tu connais pas encore énormément et il fallait tenter le coup et comme Christophe, et c'est dommage qu'un Soudal Quick-Step n'ait pas tenté à l'avant, quoi. Dans l'échappée, parce que quand tu es en difficulté comme la Soudal Quick-Step, ça peut redonner de la confiance, ça peut donner un temps d'avance à tes équipiers également. Il aurait peut-être fallu en mettre un dans l'échappée du côté de la Soudal Quick-Step. C'est peut-être comme ça où ils peuvent un peu relever la tête, c'est grâce à un coureur dans l'échappée, parce que c'est vrai que là, c'est ça a été très bien pour la Movistar, et puis Christophe fait pas top 10 aujourd'hui, il a un peu souffert sur la fin de journée, mais lui aussi, on peut le saluer, parce que si cette échappée va aussi loin, je pense que c'est aussi grâce à l'intelligence de Christophe et cette connaissance qu'a Christophe de la gestion de course, où il est trop fort, et à 36 ans, lui, il a encore des 36 ou 37, il a encore des bonnes jambes quand même, Alexander Christophe. Et je termine avec un 3e coureur au top. Alors c'est plutôt une équipe, c'est EF. Alors certes, du côté de chez EF, Bissegger a abandonné, Bettiol n'a pas pris le départ.
Et Bissegger, je suis pas sûr qu'on le voit dimanche parce que j'avais l'impression que c'était une grosse chute. C'était assez loin de l'arrivée, hein, la chute de Bissegger. Par contre, Paulès, première classique là aussi, hein. Paulès, première fois qu'il allait sur les pavés, faire troisième, c'est vraiment fort, surtout qu'à travers les Flandres, c'est pas la plus facile. Alors oui, elle est courte en kilomètres, c'est que 183, donc j'ai envie de dire c'est comme l'Estrade Bianchi, c'est court. Par contre, oui, il n'y a que 1500 mètres de dénivelé positif. Par contre, les routes sont vraiment étroites et il y a un enchaînement de monts quand même à partir de 90 km de l'arrivée qui est très costaud et ça ne débranche pas. C'est-à-dire vraiment, les 50-60 premiers kilomètres sont plutôt calmes et ensuite sur les 120 derniers, ça ne débranche jamais. Il y a toujours des petites bosses, il y a rarement des gros moments de transition, rarement des gros moments de temps de latence entre deux secteurs. Et les routes sont tout le temps étroites, c'est-à-dire qu'il y a peu d'endroits où vous avez des larges routes. C'est, je pense, la classique, c'est même ce qui fait un peu sa particularité, c'est toujours des routes étroites. Même les monts qui sont asphaltés, les routes sont pas bonnes et elles sont étroites. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas sur d'autres classiques où à des moments on a des énormes routes. C'est que avant les secteurs, l'approche des secteurs. Là, non, c'est quasiment tout le temps dans le final où les routes sont pas très bonnes. Et réussir à s'en sortir pour un mec qui a jamais mis les fesses sur les pavés, chapeau Paulès. Et puis, moi, je noterais également un autre coureur, c'est Michael Honoré. Michael Honoré, qui l'année dernière, on ne le voyait quasiment plus, et qui là a fait un énorme travail dans le groupe numéro 2 pour Paulès, mais qui a été très présent dans la course. Et on l'avait déjà vu, je crois, c'était au GPE 3. Je l'avais déjà vu, moi, sur une classique flandrienne, je l'ai déjà vu auparavant. Je m'étais dit, tiens, il est quand même beaucoup plus performant que ce qu'il faisait du côté de la Quick Step. Et là, ça a aidé aussi Paulès parce qu'on s'aperçoit que les trois qui sont. Enfin, il y en a deux sur les trois, pardon, je vais y arriver. Laporte et Paulès, ils sont sur le podium, mais ils profitent du fait qu'ils ont un peu moins roulé que certains de leurs adversaires qui ont bien cravaché dans le groupe numéro 2, notamment chez Groupama. Donc, belle performance de Paulès. Pour une première, sacrément fort. Et après, Paulès, bon, on sait qu'il a un talent sur les pavés. Il avait fait 4 ou 5 sur l'étape de Roubaix. Et puis, c'est un coureur qui est en très grande condition physique. Faudra faire attention à lui également sur les classiques ardennaises. On sait que c'est un coureur en plus qui adore les courses d'un jour. Moi, je me souviens notamment sa victoire sur la classique à San-Sébastien. On sait que c'est un coureur qui a en plus une petite pointe de vitesse. Alors, c'est pas Christophe Laporte, hein, bien entendu, mais c'est quand même un coureur qui, dans un petit groupe, peut s'en sortir. C'est peut-être aussi un coureur qu'on peut mettre parmi les coureurs intéressants, voilà, sur les classiques ardennaises, hein, parce que vu sa condition physique, ça n'a pas l'air de baisser. Les classiques ardennaises, c'est dans 2-3 semaines, hein, ça arrive vite. Donc ça va être intéressant de le suivre sur ces courses-là, hein, notamment sur Amstel. Ça peut être un coureur intéressant qui peut peut-être tirer son épingle du jeu. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne. J'ai mis 3 bonnets d'âne, 2 équipes et bon, un coureur, mais je vais hésiter avec l'équipe pour un coureur. C'est pour éviter de faire une redite des fois d'avant. Je commence avec la Trek. Alors eux ils ont eu 2 trucs. Bon, je pense que déjà au niveau des jambes c'était un peu moins bien que prévu et puis peut-être que leur tactique de course, c'est-à-dire de rouler extrêmement fort assez loin de l'arrivée, ça marche. Ça c'est quand tu as des coureurs qui par exemple si tu as Paulès, par exemple si tu as Pogacar, parce que tu sais qu'il faut éliminer certains coureurs qui ont une pointe de vitesse. Cette stratégie là, quand tes 2 forces majeures dans ta formation, c'est Stuyven et Pedersen, je suis pas sûr que ce soit la stratégie du siècle. Parce que Pedersen, il a explosé à un moment. Mais en même temps, ça roulait très très fort. C'est encore une fois 45 de moyenne sur toute la course. Et c'est un peu à cause de la Trek qu'on a roulé fort. Donc c'est... Voilà, il lâche parce que ça roulait fort. En même temps, c'est à cause un peu de son équipe. Et... tu rajoutes à ça le fait que Stuyven, il a crevé 2 fois. Il a eu des problèmes techniques pendant la journée. Et oui, c'est sûr que pour la Trek, c'est dommage parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans la journée.
Ils ont voulu créer une course de mouvement, ça, c'est vrai qu'on peut les féliciter là-dessus. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr qu'une course de mouvement, ça correspondait très bien aux qualités de leur leader. Et ensuite, bah oui, quand tu rajoutes à ça la malchance, et il y a eu une très grande malchance aujourd'hui du côté de la Trek, bah c'est pas top. Mais après, la malchance, c'est peut-être aussi parce que ton matériel, tu ne l'as pas assez bien préparé. Parce que les crevaisons, c'est peut-être parce que tu as du matériel un peu trop fragile. Après, ça peut être plein de choses aussi, hein, du côté de la Trek. Et puis, on s'aperçoit aussi que du côté de la Trek, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de coureurs pour aider dans le final des courses, quoi. C'est une équipe qui est peut-être un peu légère. Tu vois, Lipins, Vachek, Danoule, Kirsch, c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui, et Edward Hunt, pardon, c'est peut-être pas suffisant pour aller tenter des grandes choses. C'est-à-dire que peut-être à certains moments, il manque un peu du monde. Et forcément, quand en plus tu déclenches la course, encore une fois, à plus de 100 km de l'arrivée, bah, c'est compliqué derrière, hein, de suivre. Et ça, c'est peut-être l'erreur qu'a fait cette formation de déclencher de trop loin. Il y a peut-être eu une erreur stratégique de ce côté-là. Je poursuis avec Julien Lafilippe. Bah, il est un ton en dessous, hein, ça c'est clair et net. C'est pas du grand Julien Lafilippe. On a l'impression qu'il est à la recherche de sensations depuis le début de saison. C'était déjà le cas en Espagne, hein, c'est sur le trophée des Majorques, où il y a eu du bon mais aussi du moins bon du côté de Julien, et j'ai l'impression que ouais, il n'arrive pas à être régulier déjà au niveau de ses performances. Et puis il est toujours un petit peu en dessous de ce qu'on attend de lui et de ce qu'il a connu, notamment sur les saisons 2020, 2019, où il était très performant. Et là, on a l'impression qu'il est un ton en dessous de cette période-là, qu'il n'arrive pas à trouver de solution pour revenir au top. Le fait que le fait vert lui ait mis la pression, ça n'a peut-être pas aidé non plus. Et puis du côté d'Alaphilippe et du côté de cette équipe Soudal Quick-Step, bah, en plus, quand au niveau stratégie, là encore, hein, t'as Merlier dans l'équipe. T'as Ballerini dans l'équipe, qui sont plutôt des coureurs rapides au sprint. Même Casper Pedersen. Pourquoi tu lances la course aussi loin ? Ça ne correspond pas aux qualités de tes coureurs. Il n'y a que Julien Lafilippe qui aurait eu un intérêt à ce que ça lance aussi loin. Mais les autres, on attendait plutôt à ce qu'ils restent soudés. Je ne suis pas sûr de l'intérêt de Julien Lafilippe de déclencher à 75 bornes de l'arrivée. En plus, pas de pot pour lui, il déraille. Pas de pot ensuite dans le même secteur, vous perdez Merlier. On peut même se poser des questions parce que Merlier, ça semblait d'être peut-être également un problème mécanique. C'est vrai que moi, je me faisais une réflexion. C'est peut-être la première saison où je crois que nous avons eu aucun coureur équipé d'un Specialized sur un podium d'une Flandrienne. Parce que Soudal Quick-Step, ils n'ont pas été sur le podium. Total n'a pas été sur le podium non plus. Et pour moi, Bora non plus n'a pas été sur le podium. Donc c'est peut-être aussi des questions de matériel au bout d'un moment chez Specialized. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on disait c'est la référence, notamment sur ce type de parcours, parce qu'ils avaient la fameuse suspension, parce que voilà, ils ont gagné énormément avec Boonen, avec Sagan également, Casper Asgreen aussi. Et là aujourd'hui, on a l'impression que chez Specialized, c'est pas foufou non plus. Les deux problèmes mécaniques, est-ce que c'est dû à des problèmes de fiabilité chez Specialized peut-être, ou après c'est peut-être des soucis que liés à Soudal Quick-Step. Mais quand t'as pas vraiment la fiabilité de ton matériel, quand t'es pas en forme physiquement, quand en termes de stratégie c'est pas top, bah, tu peux pas performer. Et en plus, bah, Julien, c'est vrai que la forme est pas là. C'est inquiétant parce que il avait dit se préparer un peu spécialement pour le Tour des Flandres. Il sera pas acteur de la course, ou à part miracle. Donc après, ça veut dire les Ardennaises, sauf qu'au départ, les Ardennaises, t'avais dit le Tour des Flandres est ton objectif numéro 1. Et on sait très bien que le fait vert, bon, les Ardennaises, c'est pas que ça ne l'intéresse moins, mais ce sont pas les Flandriennes quand même. Voilà. Mais encore une fois, c'est Soudal Quick-Step, c'est pas mal d'erreurs, des coureurs qui sont pas au niveau dans cette équipe flandrienne. Là, on a vu, on a encore fait un peu tourner l'effectif. On trouve pas trop la solution. On a l'impression qu'on n'a pas le mojo, qu'on a perdu le truc pour aller gagner des courses.
Voilà, aujourd'hui, du côté de la Soudal Quick-Step, pour gagner ce type de course, c'est dommage. Et Julien Alaphilippe, oui, le fait de déclencher aussi loin de l'arrivée, je me disais, ça me rappelle les dernières courses de Boonen, où il faisait souvent ça sur les dernières années, quand il savait qu'il était plus le plus fort, qu'il était plus en capacité de gêner les Sagan et autres, qui eux arrivaient vraiment à maturité. Et là, j'ai eu cette impression-là avec Alaphilippe, que comme il sait pas quoi faire, bah, tu tentes de loin. Pas forcément dans le secteur le plus dur, l'attaque n'était pas non plus extrêmement tranchante. Alors, même avant qu'il déraille, l'attaque n'était pas très tranchante. Est-ce que c'était une attaque? J'avais l'impression qu'il voulait quand même accélérer le rythme, mais tout le monde arrivait à suivre. Je regardais derrière la porte au moment où il a un peu avant où il a son problème, il faisait de la patinette, la porte. Au moment où il attaque Alaphilippe. Bon, à une époque, quand Alaphilippe attaquait, personne n'arrivait à faire de la patinette. C'est là où on voit que au niveau des jambes, c'est pas sensationnel. Et puis je termine avec Astana. Bon, que dire de Astana? Alors, Igor, Zan, Gidish, Fedorov, Grouzdev, Nourli Kassim, Martin Lass, Gleb Syriza. C'est pas le tiercé Granian de la dernière course hippique. Non, c'est l'équipe Astana au départ. Waouh. C'est craignos, quoi. Je rappelle, on est sur une épreuve World Tour, quand même. Le premier lâché de l'échappée, c'est le coureur Astana. Le premier à être lâché de l'échappée. C'est-à-dire avant des coureurs de Conti Pro. C'est quand même un peu un problème du côté d'Astana. Bon. On s'attendait pas à grand-chose et on arrive quand même à se dire c'est encore plus grave que prévu. J'avais dit l'effectif était pas très bon. Mais ça se voit sur ce type de course où ils en ont rien à foutre. Ils savent qu'ils n'ont pas la perle rare, donc ils mettent un peu les restes. Et je me dis que Astana, je ne vois... Enfin, ça commence même à être inquiétant parce que tu te dis, dans 3 ans, ils seront techniquement, ils peuvent être dégagés que dans 3 ans du World Tour. C'est-à-dire qu'on va garder encore 2 ans et demi une équipe qui n'a pas le niveau en première division dans le cyclisme. Et là, vraiment, ils n'ont pas le niveau. Il y a un moment, du côté de l'UCI, pour l'intérêt de ton sport, est-ce que Astana n'aurait pas intérêt à être en deuxième division? À forcer un petit peu la main sur Astana, parce que là, on n'a vu aucun maillot Astana à part dans l'échappée. Dans l'échappée, il ne fallait pas rater le début de retransmission télé. Vraiment, parce qu'il passe à côté. Non, il aurait déjà fallu qu'il y ait un objectif de vouloir faire un résultat. Or, t'as pas grand monde. Et Fedorov, bon, je rappelle, Fedorov, on se souvient, champion du monde espoir. Pour l'instant, meilleur résultat de la saison, 25e place à Milan-Turin. Voilà. Il fait partie plutôt pour le moment des champions du monde espoir qui n'arrivait pas trop à s'en sortir, il faut bien le dire, sur les autres épreuves, alors que pourtant, il a un gabarit, un 93-80 kg, qui sur ce genre de parcours doit pouvoir convenir. Objectif pour lui, c'est le Tour de France dans l'année, certainement pour travailler pour Cavendish. Moi, je m'attends pas à grand-chose. Je vais le dire gentiment, mais cette équipe, elle manque réellement de talent. Il n'y a pas un coureur presque pour sauver un autre, et l'année va être longue, mais les 2 prochaines années aussi vont peut-être être longues pour Astana. Donc à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions du côté de l'UCI également. Comment une équipe aussi faible peut participer à ce type de course? Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je rappelle juste qu'on se retrouve donc Vitré, Volta Limbourg Classique, Tour des Flandres, ça c'est le programme du week-end. La moto, la F1 également, Argentine et Australie pour la F1. Et puis je rappelle donc jeudi, je pense, dans la soirée, vous aurez la vidéo de départ fictif. Qui sera peut-être un peu plus courte que d'habitude. On va voir si vous me mettez encore des questions dans la soirée. Et puis il y aura peut-être un épisode du maintien aussi. Ça voilà, j'aimerais faire un épisode du maintien, mais après il faut avoir le temps et des fois j'ai pas toujours le temps.
Puis il y a d'autres choses à faire aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!